Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur Noah. C'est l'heure de revoir, de commenter, d'analyser les temps forts de la semaine en Nouvelle-Aquitaine. Bienvenue pour un nouveau numéro de 20h le rattrapage et bienvenue à notre invité. Bonsoir Patrick Meffrin, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes le maire de Carcans, une commune de Gironde située sur le littoral atlantique. Il y a 2500 habitants, il me semble, dans votre commune. Je présente brièvement pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas Carcans. Alors ensemble, on va rembobiner l'actualité de la semaine. Une semaine noire sur les plages de notre région. Vous êtes bien placé pour le savoir. 3 personnes sont mortes noyées en Gironde. Un homme de 73 ans a également perdu la vie en Charente-Maritime. Ce sont des drames qui relancent le débat sur la surveillance des plages hors saison. Tout à fait, et nous aimerions pouvoir allonger nos périodes de surveillance, que ce soit en avant-saison ou en après-saison. Malheureusement, nous sommes contraints par les finances, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui coûte très cher, et puis aussi par un problème organisationnel. Combien ça coûte de surveiller ces plages la saison ? Sur notre partie de littoral qui concerne les 3 communes anciennement faisant partie de la communauté de communes des lacs Médocains, Carcans, Ourtin et Lacanau, la surveillance des plages nous coûte chaque été un petit peu plus d'1 100 000 euros, presque 1 200 000 euros. Et donc c'est surveillé de quand à quand ? Alors, on n'est pas tous à la même vitesse. Certains commencent plus tôt que d'autres en fonction des possibilités financières qu'ils ont. Mais nous, on commence historiquement pendant les gros week-ends de mai. Le mois de mai, il y a traditionnellement des week-ends un peu allongés, quand c'est le 8 mai, le 1er mai, quand c'est l'Ascension ou Pentecôte. Oui, vous attendez à une affluence sur la plage, donc vous mettez en place des surveillances. Ça. On met en place des surveillances pour ces week-ends-là, et après on commence, après la première semaine de juin, on commence à surveiller tous les jours la plage jusqu'au 31 août avec une surveillance matin et soir, et en juin et début septembre, uniquement l'après-midi, à compter de midi. Alors vous le disiez, ça coûte très cher de surveiller ces plages. Alors avec d'autres élus du littoral, vous demandez depuis plusieurs années une participation financière aux grandes collectivités, donc que sont la région, le département et la métropole bordelaise. Vous avez eu un retour à ce sujet-là ? Non, alors notre demande est restée lettre morte pour l'instant, et on comprend aussi les contraintes financières des autres collectivités. Et donc, c'est à nous d'assurer. Donc, mais après, quel est votre sentiment là-dessus ? Parce qu'on le sait bien, pendant ces longs week-ends ou en semaine, lorsqu'il fait beau, par exemple, le mercredi dernier, il faisait très beau. On sait que ce sont les Bordelais qui vont sur vos plages. Bien évidemment, on est à toutes les plages, que ce soit de Lège jusqu'à Carcans chez nous, on est à 30-35 minutes de la métropole. Donc effectivement, ce sont les Bordelais, les métropolitains qui viennent sur nos plages, et on aurait bien aimé que la métropole au moins puisse participer au financement de cette surveillance notamment. Parce qu'on a vu les drames se multiplier ces derniers jours. Alors, Patrick Meffrin, ce qui a attiré les baigneurs cette semaine, ce sont les températures estivales, on le disait, mais la baignade était fortement déconseillée sur le littoral girondin. Alors, je vous propose qu'on regarde un premier reportage tourné mercredi sur la plage du Grand Cros au Cap Ferré, là où 2 personnes de 62 et 69 ans sont malheureusement mortes noyées. On regarde et puis on se retrouve juste après. Comme hier, à marée montante, les pompiers prennent en charge un baigneur de 21 ans. L'hélicoptère est prêt à l'évacuer. La victime s'en sort de justesse grâce à Stéphane. Il avait perdu connaissance, il était quasiment parti, il a fallu que je le ranime sur la planche. Et puis après, ramener un poids mort sur la plage, dans ces conditions-là, c'est assez compliqué. Hier déjà, Stéphane a sauvé 3 personnes. Ce surfeur scrute l'horizon depuis 2 jours, conscient des conditions particulièrement dangereuses. C'est une houle très puissante qui arrive de l'autre côté de l'océan avec beaucoup d'énergie, beaucoup plus que les vagues habituelles. Ce qui fait que vous faites emporter comme un fétu de paille dans des zones que vous ne soupçonnez pas. À l'entrée de la plage, un panneau installé ce matin et des bénévoles qui mettent en garde. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est strictement dangereux de se mettre à l'eau. D'accord ? Il y a de forts courants de baigne. On va peut-être tremper un peu les pieds, mais on fera attention. Et on profite, on fait attention. On est de la région, donc on sait qu'il faut faire attention quand même.
Faire attention car les plages ne sont pas surveillées. La municipalité embauche une trentaine de sauveteurs à partir de la mi-juin, une cinquantaine au cœur de l'été. Mais sur le sable, la saison commence de plus en plus tôt. Avec le réchauffement climatique, avec les modifications des habitudes de travail, nous constatons que nos plages, dès qu'il fait beau et chaud, sont très prisées. Et c'est vrai que même en semaine, nous avons maintenant beaucoup de monde sur nos plages. Lège-Cap-Ferré ne peut pas surveiller ses 25 km de plage toute l'année. La solution peut être un bulletin des baïnes, comme pour les avalanches en montagne. Un bulletin des baïnes, ce serait ça la solution ? Alors on est en train de travailler sur le sujet, toutes les communes littorales, avec aussi la préfecture bien sûr et le préfet délégué à la sécurité, en se basant sur des études universitaires, notamment celle du docteur Éric Tellier qui a fait une thèse sur l'accidentologie sur les côtes girondines. On essaye de mettre en place un modèle prédictif de manière à pouvoir distiller de l'information en amont, les jours précédents, les mauvaises conditions où il peut se créer des baïnes avec des courants d'arrachement violents, pour pouvoir distiller cette information en amont sur des médias audio. Oui, comme on le dit lorsqu'il y a des alertes orages. Tout à fait. On fait passer des informations aussi dans les bus, sur les écrans des bus qui viennent sur les plages. Et on est en train de réfléchir aussi à des affichages variables qui pourraient être mis aux accès de plage pour spécifier les conditions de dangerosité certains jours. Parce qu'il y a quand même une méconnaissance en fait de ces baïnes. Alors, il y a une méconnaissance de ces baïnes, effectivement, par le public, on va dire, qui vient un petit peu partout. Le public local les connaît un petit peu mieux, quoique. Et on essaye justement de faire passer de l'information sur nos sites, sur les sites de nos communes, sur nos réseaux sociaux, sur nos panneaux lumineux. On fait aussi des opérations d'information pendant l'été. On envoie des équipes, notamment avec les CRS qui sont affectés sur nos plages l'été, dans les campings. Faire des réunions d'information, expliquer aux gens comment fonctionne une baïne, comment il ne faut pas s'y mettre dedans à certains moments parce que c'est dangereux. Et malgré tout ça, l'information ne circule peut-être pas assez. Ou c'est vrai que quand on a la conjugaison de températures estivales comme on a eu ces derniers jours, où les gens ont vraiment envie d'aller se mettre à l'eau pour se rafraîchir, mais aussi des conditions de mer qui sont difficiles avec des fortes houles. La conjugaison de ces éléments fait qu'on est soumis à subir ces événements parce que nos plages sont peu ou pas surveillées encore en avant-saison. Alors on va poursuivre avec cet autre sujet qui a fait la une cette semaine, les urgences du CHU de Bordeaux qui passent en accès limité la nuit. Alors pour y être admis, il faut désormais contacter le SAMU. On regarde. À partir de demain, impossible d'être admis aux urgences de pèlerins de nuit sans accord préalable du SAMU. Cette régulation va s'appliquer tous les jours entre 20h et 8h pour assurer une bonne prise en charge des cas graves. Au CHU de Bordeaux, depuis la crise sanitaire, la fréquentation des urgences a augmenté de près de 50%. Le nombre de médecins a fortement chuté. La santé a été très mise à contribution et nos collègues, nos confrères se sont épuisés. Et aujourd'hui, ils ne veulent plus travailler dans ces conditions, avec des contraintes de temps, des réorganisations régulières. Et les gens vont faire un autre métier, notamment pour les personnels paramédicaux, c'est-à-dire les infirmiers et les aides-soignants. Pourquoi ne pas améliorer leurs conditions de travail ? Il faut poser la question au gouvernement. Pour fonctionner normalement, le pôle urgence de Pellegrin aurait besoin de 40% de médecins urgentistes supplémentaires. Le plus important centre hospitalier de la région étouffe. Le CHU de Bordeaux et en particulier les urgences adultes, c'est le navire amiral, je dirais, de la flotte d'urgence du département. Et là, effectivement, c'est cette flotte-là qui est en train de couler et on va faire couler l'ensemble de la flotte parce qu'on n'a pas écouté les alertes des agents depuis plus de 5 ans qui demandent des créations de postes et à tous les niveaux. Le système de régulation des entrées pourrait durer. Les urgences du CHU de Bordeaux devraient accueillir 30 patients en moins chaque jour. Pour prendre en charge ces personnes, les autorités espèrent que les médecins de ville prendront le relais. Alors Patrick Meffran, vous êtes le maire de Carcan, commune du littoral girondin. La saison estivale va bientôt démarrer. Votre commune accueille 35 000 personnes chaque été. Est-ce que ce filtrage aux urgences du CHU, est-ce que ça vous inquiète pour vos touristes ? Alors,
C'est toujours inquiétant de voir une diminution des services publics, si on peut dire. Et effectivement, l'hôpital est un vrai sujet. Ça a été exacerbé pendant la crise du Covid qu'on vient de traverser, où on a vu que certains hôpitaux manquaient de personnel, manquaient de lits, manquaient de postes. Et c'est exactement le même problème qui se pose aux urgences, d'une part. Et d'autre part, on peut aussi considérer qu'une grande partie de la population exagèrent quelquefois et vont aux urgences pour un petit bobo qui mériterait de pouvoir attendre le lendemain, d'aller voir son médecin. Donc je suis un petit peu balancé entre les deux opinions. On continue de parcourir la semaine qui vient de s'écouler en Nouvelle-Aquitaine. Alors comme moi, vous l'avez ressenti, le mercure s'est emballé jusqu'à 34 degrés à Bordeaux. Les températures ont dépassé les normales de saison pendant 38 jours consécutifs. C'est un record, hein, c'est officiel. Météo France l'a annoncé hier. C'est l'une des conséquences du dérèglement climatique. Alors justement, on va poursuivre sur ce sujet-là, celui du dérèglement climatique, avec ce phénomène qui touche 1/5 du littoral français, l'érosion. Vous êtes bien placé pour en parler. Alors avant d'en parler plus longuement avec vous, on va partir sur la plage de la Palmyre, en Charente-Maritime, qui a perdu 80 mètres de plage en 5 ans. Regardez. Elle grignote un peu plus nos côtes chaque année. L'érosion, loin d'un phénomène anodin, fait déjà des dégâts à la Palmyre. La plage s'est agrandie à peu près de 80 mètres sur cette partie-là, et l'océan mange la dune et détruit la végétation. Déjà bien engagée face au phénomène, la ville vient de rejoindre une liste de 126 communes qui auront l'obligation d'agir contre l'érosion. Un dispositif financé par l'État. Ce dispositif nous permettra d'informer la population, d'informer les futurs propriétaires, donc c'est quand même important, et puis de pouvoir prendre des dispositions constructives et réglementaires pour pouvoir pallier à ce problème. La commune devra cartographier les zones à risque d'ici 30 ans, où il sera interdit de construire de nouvelles habitations, et d'ici 100 ans, où toute nouvelle construction devra à terme être détruite. Sur le marché de la Palmyre, locaux et touristes sont divisés. Plus ça va, plus on veut construire près de l'eau. D'accord ? La mer, elle reprend toujours sa place. Hein. Enfin, moi, je suis dans le domaine. Hein. Je veux dire, la mer, c'est mon métier. Hein. Ça serait bien que ça soit constructible quand même ici. J'aurais bien aimé m'installer ici. J'aime beaucoup la région. Sur les 71 communes du littoral charentais, seules 10 ont intégré le dispositif. Beaucoup comme Royan, pourtant identifiés prioritaires par l'État, le trouvent pour l'instant bien trop flou. On n'était pas favorable, dans un premier temps, à être inscrit sur une liste qui allait nous donner plus de contraintes que de solutions, enfin de notre point de vue, hein, en n'ayant pas la réponse sur le financement. Le décret sera précisé à l'été. Les communes menacées par l'érosion pourront le rejoindre à tout moment. Donc alors, le 30 avril dernier, une liste de 126 communes menacées par l'érosion a été publiée au journal officiel. Donc en clair, ce sont les lieux français les plus vulnérables à la montée des eaux. Il y a 31 communes de Nouvelle-Aquitaine, dont la vôtre. Qu'est-ce que ça implique ? Alors, pour nous, ça n'implique pas grand-chose, dans la mesure où nous étions déjà sous le coup d'un plan particulier des risques littoraux. C'est-à-dire que nous avons en place une cartographie, tout est calé, et nous ne sommes pas soumis à un gros risque. Mais je souhaitais que notre commune soit inscrite dans cette liste par rapport à l'avenir. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Quand on voit les images que vous venez de présenter, effectivement, chaque année, notre littoral recule. Mais on n'est pas tous soumis aux mêmes contraintes. Il y a des endroits, selon les courants, selon la forme des fonds en face des plages, où le recul va être moindre. Ça va être 80 cm par an. D'autres communes, ça va être 1,60 m. Vous, c'est combien chez vous ? C'est aux alentours d'1,50 m tous les ans, oui. Mais quand on peut avoir des aléas forts, comme si on reprend les grosses tempêtes, la grosse houle que nous avions eue en 2013, l'hiver 2013-2014, où là, notre plage a reculé de 28 mètres d'un seul coup. Un seul hiver, c'est 28 mètres de plage qui ont disparu. Et donc, il nous faut être prudents et avec
vous parliez du réchauffement, du dérèglement climatique. Sceaux serait celui qui aujourd'hui le nierait. On voit bien que le climat change. Quand on se rapproche des études du GIEC, ce sont quand même des gens compétents à la matière, on se rend compte qu'il y a vraiment un dérèglement du climat. Et on nous annonce aussi une montée des eaux. Donc il va falloir être prudent et anticiper tout ça. C'est pour ça que nous mettons en place aussi des stratégies sur notre communauté de communes, la communauté de communes Médoc-Atlantique. Nous avons 3 grandes stratégies accompagnées par le GIP Littoral qui vont chercher des spécialistes pour faire les études et des financements aussi auprès de l'Europe parce que ce sont des travaux qui vont coûter extrêmement cher. Donc vous allez mettre en place vous allez faire des travaux Alors, aujourd'hui, on est surtout dans une phase d'étude et d'acquisition de données. Mais il y a déjà, oui, des travaux qui sont faits. On a une stratégie sur Soulac, une sur Mendas-Montalivet et une sur Lacanau. Lacanau a été la première à se lancer dans cette stratégie. Et on est en train de faire des études, d'acquérir des données pour savoir si on va se contenter de faire de la lutte douce, active douce, c'est-à-dire des rechargements en sable, par exemple, de certaines plages, aller prendre du sable d'un côté pour le rapporter de l'autre, des protections plus dures à certains moments, à certains endroits, des enrochements, des protections physiques importantes, et on essaye d'anticiper ça jusqu'en 2050, au moins aujourd'hui, quoi. Lorsque l'océan se rapproche trop près des terres, les constructions peuvent être démolies aussi. C'est l'une des obligations de la loi littorale. Alors c'est ainsi que cette semaine, le bar de la plage La Réserve, c'est une institution à Saint-Georges-de-Didonne en Charente-Maritime. Eh bien, ce bar, il a ouvert pour la dernière fois de son histoire. À la fin de l'année, l'établissement sera détruit. Bon, vous avez compris les mécaniques. On regarde le reportage et puis on se retrouve après. Au bout de la plage de la Grande Conche, on répète à peu de choses près la même chorégraphie depuis 35 ans. Et c'est tous les jours le même rituel? Exactement. C'est ça. Faut que tout le monde puisse profiter de la musique. Là, on est au top. Mise en place de la sono, préparation des 170 mojitos, le rituel est le même avant les soirs de fête. Mais la coutume est amenée à disparaître en même temps que ce bar de plage. La Réserve, forcée de tirer sa révérence, sera démolie dans 8 mois. Je suis presque né derrière ce bar, donc pour moi c'est aussi énormément de sentimental en plus d'un business. Donc j'aimerais beaucoup continuer, mais malheureusement on ne sait pas dans quelles conditions. Comme 2 autres établissements de Saint-Georges-de-Didonne, la Réserve doit se soumettre à la loi littorale. Votée il y a 10 ans, elle interdit les structures en dur en bord de plage et oblige des installations démontables ou transportables. Il y a 6 containers, donc 2 containers qui sont jointés ici, 2 containers de 6 mètres qui sont jointés. Vous avez les cuisines dans le fond, le bar. Tout ça a été monté dès la fabrication des containers en usine et amené en grutage par des camions le jour de l'aménagement en fait. David Zenouda a investi presque 700 000 € pour reprendre et transformer l'ancien Lido. Une sacrée somme à laquelle se rajoutent 18 000 € de stockage des containers en hiver et 40 000 € de grutage pour monter et démonter l'établissement. Quand on a répondu à l'appel d'offres, on avait budgétisé cette somme. C'est vrai que si demain on n'a plus à être démontable, à être démonté mais être juste démontable, cette somme c'est du résultat net à la fin, quoi. À la Réserve, une fois la musique lancée, on évite les sujets qui fâchent. Dominique Brossard, la patronne, que tout le monde connaît sous le nom de Mimi, n'a pas envie de parler de la démolition. Mais au comptoir ou sur la piste de danse, tout le monde pense au futur avec ou sans ce bar. Je vais ouvrir une boîte de nuit chez moi, tranquille. Bon, on sera peut-être limité. Non, je rigole. On a vécu pendant 30 ans, 35 ans les 30 glorieuses. Et maintenant, on supprime tout pour les enfants, pour les gamins, pour les jeunes. Et moi, je trouve ça vraiment stupide. C'est multigénération, il y a des personnes âgées, des très jeunes. Donc c'est très vivant, c'est un lieu de rencontre. Et très honnêtement, je pense que c'est l'un des seuls endroits comme ça sur toute la côte. Donc c'est dommage. C'est une famille, on connaît Mimi, on se retrouve tous ici. La Réserve, c'est toute une histoire. Voilà. Mais il ne faut pas l'enlever. Un appel d'offres sera lancé d'ici la fin de l'année pour succéder à la Réserve. Pour l'instant, le mot d'ordre, c'est profiter jusqu'au bout de l'été. Est-ce que vous pourriez être confronté à ce genre de problématique à Carcan ? Alors à Carcan, non.
Pas pour l'instant, parce qu'à Carcan, nous n'avons absolument aucune construction sur la dune, vraiment en front de mer. Nous avons des constructions à l'arrière de la dune, et nous sommes encore protégés, je pense, jusqu'en 2050, voire 2100. On l'espère le plus longtemps possible. On n'aura pas ce problème. Mais quand je pense à mes collègues des communes avoisinantes, hein, de Soulac jusqu'à Lège, en passant par Lacanau et Montalivet, qui eux ont des plages urbaines avec des constructions. Ils ont ce genre de configuration. Ils vont avoir ce genre de problème qui va être très important et très difficile à régler d'un point de vue économique aussi. Comment on indemnise les gens auxquels on démolit leurs bâtiments, leur exploitation, comment on les relocalise, c'est pas facile non plus dans la configuration des plages. Donc c'est vraiment un gros problème qui sera soulevé et qui sera prégnant dans les années à venir. Vous nous parliez de votre commune. Alors juste un mot pour ceux qui ne connaissent pas Carcan. C'est un autre modèle d'aménagement. Vous avez Carcan-Plage, oui. Carcan-Ville, Maubuisson. C'est ça. C'est ça, on a 3 pôles, mais c'est beaucoup de communes du littoral qui sont comme ça, notamment nos 3 communes, Lacanau, Carcan, Ourtin, je reviens toujours à ces 3 communes, puisque nous avons un petit peu le même fonctionnement, avec un bourg, une cité au bord du lac, Lacustre, pour Ourtin c'est Ourtin-Port et Piquero, et Ourtin-Plage. À Carcan c'est Carcan-Bourg, Maubuisson, Carcan-Plage. À Lacanau c'est Lacanau, le Moutchic et Lacanau-Océan, puisque nous avons la chance de ne pas avoir qu'un océan, mais nous avons aussi le plus grand lac de France, à Carcan-Ourtin, et Lacanau a aussi un grand lac. Nous avons ce bonheur. Donc nous sommes organisés effectivement en 3 pôles. Et il faut dire que nous avons des communes aussi très vastes, quoi. Nos communes sont... les 3 communes représentent 600 km². Sur votre commune, là, les pôles touristiques s'organisent surtout autour de Maubuisson et de Carcan-Plage. Chaque été, on l'a déjà dit, mais on le redit, vous accueillez plus de 35 000 personnes. Vous êtes l'un des spots de la Nouvelle-Aquitaine, on peut le dire. La Nouvelle-Aquitaine, c'est la première région touristique de France. Mais à l'approche de la saison estivale, les professionnels du tourisme font face... Ça, c'est partout en France, à une pénurie de main-d'œuvre. Où sont passés les saisonniers? C'est un peu la question du moment. Restaurateurs et hôteliers recherchent désespérément serveurs, cuisiniers et femmes de chambre. Alors, on va regarder cette illustration en creuse et puis on dira un mot sur ce qu'il se passe du côté de chez vous juste après. D'accord. Depuis plus de 6 mois, Stéphane est au four et au moulin. Propriétaire de ce restaurant creusois, il n'a pas trouvé de remplaçant pour sa cuisinière. Seul derrière les fourneaux, c'est toute son activité qui en pâtit. J'ai pas le temps de me consacrer à mes fournisseurs. C'est-à-dire qu'on fait le quotidien rapidement, on n'a pas le temps d'étudier. Là, c'est un fournisseur de vin. Souvent, on discute, on essaie de voir, de trouver de nouveaux produits, des choses comme ça. Et ça, j'ai plus le temps de le faire. Pour attirer du personnel, Stéphane a décidé d'assouplir le rythme de travail. Son restaurant est désormais fermé 2 jours par semaine, mais toujours pas de candidat. Moi, j'ai abandonné l'idée de trouver quelqu'un, un salarié, et du coup, je vais me replier. J'avais un peu abandonné l'apprentissage, et je vais me replier une fois de plus sur l'apprentissage, parce que c'est pareil, il faut garder ce lien avec des jeunes, les former, si on veut pouvoir retrouver du personnel derrière. Sur 90 postes vacants recensés sur le département en janvier, seule une 50aine aurait trouvé preneur. Un seuil jugé critique par ce représentant syndical. Reste à savoir s'ils vont tenir ces postes, on espère, parce que voilà. Mais il en reste encore la moitié à pourvoir et je pense que ça va être les plus compliqués parce que c'est là où on recherche, je pense, des personnes qualifiées avec un peu de qualification ou un peu d'expérience et c'est là où on a vraiment du mal à trouver des candidats. D'autant qu'à cette pénurie de main-d'œuvre s'ajoute la flambée des matières premières. La saison estivale s'annonce déjà difficile pour l'hôtellerie-restauration. Alors au total, d'après l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, entre 200 000 et 300 000 offres d'emploi saisonniers sont toujours non pourvues en France. Il y a un problème de salaire aussi dans cette histoire ? Alors je ne sais pas s'il y a un problème de salaire, je pense qu'il y a un problème de personnes. On ne sait pas où ils sont passés, les saisonniers qui historiquement venaient faire les saisons. On essaye, nous, de se rapprocher de tous nos commerçants, de les aider. Et nous, communes, nous avons les mêmes difficultés.
puisque notre commune de Carcans-Maubuisson, chaque année, recrute des saisonniers pour entretenir la station. Et pareil, là, vous ne trouvez pas de... Et on a eu beaucoup de mal cette année, alors que d'habitude, on a des candidatures à profusion. On est obligé de sélectionner ou de partager, parce que ce sont souvent des enfants de la région ou du village qui souhaitent travailler pendant l'été. Alors, au lieu de leur faire un contrat de 2 mois, on fait un contrat de 1 mois pour chacun, pour partager. Cette année, on a eu du mal. On a été obligé de jouer du téléphone, de faire jouer des relations, d'aller presque frapper, tirer les sonnettes pour essayer de trouver du personnel pour notre commune, du personnel saisonnier. Et nos employeurs saisonniers, nos commerçants ont exactement le même problème qui a été décrit dans le sujet qu'on vient de voir. Il y a aussi un problème de logement. Dans certains coins de la région, je pense au bassin d'Arcachon, les saisonniers, ils ne peuvent pas forcément se loger l'été. Trouver une location pas chère, c'est compliqué. Alors, en 2017, je suis parti du postulat qu'il nous fallait un tissu économique local qui tienne la route, comme on dit, qui soit performant. Pour qu'il soit performant, il leur faut des bons employés. Pour qu'ils aient des bons employés qualifiés, il faut pouvoir les accueillir dignement et les loger, pas dans le garage où on met le chien l'hiver et le saisonnier l'été. Je me suis rapproché à l'époque, puisque j'avais eu la chance de découvrir un bâtiment de la commune, que je connaissais bien sûr, mais pas à l'intérieur. Ça faisait plusieurs années qu'il était fermé, un ancien bâtiment de vacances, qui avait été réquisitionné par l'État pour accueillir sur notre commune des migrants d'Afghanistan, d'Érythrée. Et quand je suis rentré dans ce bâtiment, j'ai dit, voilà, c'est ça, quoi. Donc je me suis rapproché du propriétaire qui est Gironde Habitat, un bailleur social du département, pour leur demander de mettre ce bâtiment à disposition pour loger des saisonniers pendant l'été. Et donc depuis 2017, on a la chance d'avoir entre 50 et 80 personnes qui sont logées dans ce bâtiment, payant un loyer bien entendu, mais qui sont logées dans ce bâtiment pour pouvoir rendre service aux employeurs. Et nous-mêmes, communes, on réfléchit, on accueille, on n'a pas grand-chose, mais on a quelques petits studios dans un bâtiment qu'on met à disposition d'employés saisonniers aussi l'été contre un petit loyer. Voilà. L'émission touche à sa fin. On va regarder un tout dernier reportage, une autre actualité cette semaine, la fin de l'obligation du port du masque dans les transports. C'était lundi. Le dernier signe visible de l'épidémie n'apparaît plus vraiment quand on regarde ces images. Alors certains usagers s'en réjouissent, d'autres jugent ce relâchement prématuré. On va écouter quelques réactions à Bordeaux. Les masques tombent et les sourires s'affichent. À bord du tram ce matin, certains n'ont pas attendu pour retirer le masque. J'ai profité très vite de cette nouvelle opportunité parce que c'était assez contraignant et surprenant de ne le porter nulle part sauf là. Voilà, donc je l'ai vu hier soir et dès ce matin, vous voyez, j'ai plus le masque. Je suis très contente. Donc, franchement, ça soulage. Je pense que nombreux Français sont soulagés de ne plus porter le masque. Un masque rendu obligatoire à la fin du premier confinement, le 11 mai 2020. 2 années masquées et que certains préfèrent poursuivre. Je vais continuer à le garder. Je suis asthmatique, je préfère. Puis on n'est pas encore sûr que ça soit la fin du masque. On a tous appris que s'il y a un environnement qui n'est pas très libre, entre guillemets, moi je pense que c'est plus raisonnable de le mettre. Bus, trams, taxis, avions et aussi les trains sont concernés par cette levée du port du masque. Je préfère porter le masque quand je suis au milieu de la foule, particulièrement dans les lieux publics comme les gares. Je travaille dans le milieu médical et je sais que l'épidémie, la pandémie n'est pas finie. Même si le virus circule moins, il reste présent en Nouvelle-Aquitaine. Le taux d'incidence pour 100 000 habitants est passé de 315 à 266 sur les 12 premiers jours du mois de mai. Nous ne pouvons que recommander des mesures de bon sens, notamment dans les lieux très fréquentés, d'autant plus si l'on est une personne fragile. Le masque reste obligatoire dans les établissements de santé comme les hôpitaux, les pharmacies et les laboratoires. Voilà, on va terminer avec une toute dernière image, celle du littoral, votre littoral atlantique. Notre région, je le rappelle, est la première destination touristique de France. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à l'approche de l'été ? Que la saison soit belle, qu'elle soit aussi sereine au niveau de la sécurité. Le premier sujet qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis que tout se passe bien, que pour le secteur économique, que tout le monde trouve sa place. Et puis
je vous invite à venir régulièrement chez nous. Il y a de très belles images à faire sur notre commune et notre région. On viendra, c'est promis. Merci beaucoup Patrick Meffrin d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle, vous êtes le maire de Carcan et merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très belle soirée sur Noa.